Eh bien, bonsoir et bienvenue en cette nuit d'Halloween pour une nouvelle causerie avec Pascal Cazotte, dont le sujet ce soir sera d'à propos, car il s'agit des loups-garous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Comme tu peux le voir, j'ai mis un t-shirt de circonstance. Ah, c'était pas toi qui t'étais métamorphosé pour la circonstance. Allez, reviens Absolument. parmi nous Pascal. Alors Pascal, donc, comme je l'annonçais ce soir pour cette soirée spéciale Halloween, tu vas reprendre un sujet qui avait fait l'objet d'un hors-série dans le magazine Top Secret. Voilà, c'était Absolument, oui. hors-série numéro 10 il y a bien 2 ou 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ah oui, tout à fait. J'ai dû le faire en 2014 ou 2015, oui, quelque chose comme ça, oui, Mhm. Et ce que moi j'avais adoré à l'époque dans le titrage de ce hors-série, c'était l'histoire vraie des loups-garous. Donc, oui, les absolument. loups-garous auraient-ils existé? Eh bien, écoute, on peut dire oui dans un sens. Les loups-garous ont existé, les loups-garous existent. On expliquera par contre comment ils peuvent exister. Et ça sera plutôt vers la fin de l'émission que je donnerai une explication à ce sujet. Voilà. Alors, la première fois qu'on entend parler de loups-garous dans l'histoire, ça date de quand? Ah bah écoute, c'est pas compliqué, ça remonte à l'Antiquité. D'ailleurs, les loups-garous ont existé bien avant les vampires, il faut le savoir, hein. L'histoire de loups-garous, c'est quelque chose de très très vieux. Et on en parle déjà dans la mythologie, notamment égyptienne, puisqu'on a Osiris euh, comme on le sait, qui a été tué et qui va revenir des enfers sous la forme d'un loup pour aider Isis, et sa veuve, et Horus, son fils, pour lutter contre le méchant, contre Typhon, hein, voilà. Et il apparaît sous la forme d'un loup à ce moment-là. Et on a aussi la mythologie gréco-romaine, naturellement. Enfin, plus particulièrement la mythologie grecque, avec le fameux roi Lycaon. Hein, d'ailleurs, c'est du terme Lycaon que s'est constitué après le mot lycanthropie. Donc la lycanthropie, c'est ou la faculté de se transformer en loup, ou bien comment dirais-je, ça traduit un état de folie, hein, une folie lupine, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui se prend pour un loup tout simplement. Alors Lycaon, c'était le roi d'Arcadie. Et à l'époque de Lycaon, donc sous son règne, les Arcadiens vivaient vraiment presque comme des sauvages, et ils n'étaient pas du tout accueillants, au contraire, parce que tous les étrangers qui avaient le malheur de passer sur le territoire avaient toutes les chances de se faire tuer et même de finir après dans l'assiette des habitants, si ce n'est dans l'assiette du roi en personne. Et donc, c'était soi-disant des offrandes qu'ils faisaient au roi des dieux de l'Olympe, à Zeus, et Zeus était vraiment catastrophé de voir ce comportement terrible. Et un jour, il a voulu mettre à l'épreuve Lycaon, donc il est descendu sur Terre, sous une apparence, bien sûr, de façon à ce qu'on ne le reconnaisse pas. Mais Lycaon, qu'il a reçu dans son palais, se doutait bien qu'il s'agissait de Zeus. Et lui-même a voulu piéger Zeus. Il lui a servi, donc lors du repas, le corps d'un petit enfant. La moitié était servie rôti, l'autre moitié était servie bouillie. Alors quand il a vu ça, Zeus, il est rentré dans une colère folle. Il a fait s'écrouler le palais, qui a tué tous ceux qui étaient à l'intérieur. C'est notamment lors de l'écroulement du palais que les enfants de Lycaon sont morts. Il en avait à peu près une cinquantaine d'enfants, et ils ont péri sous les décombres. Et quant à Lycaon lui-même, il a été transformé par Zeus en loup pour bien montrer donc à ce roi féroce que désormais il aurait l'apparence d'une créature terrible, celle d'un loup, puisque il dévorait les humains. Voilà, c'est l'histoire de Lycaon telle que nous la rapporte la mythologie grecque. D'accord. Ensuite, on retrouve donc des traces de loups-garous plutôt au Moyen Âge ou il y a encore une époque
Alors après, Donc, parce que bon, là on a parlé de la mythologie en fait. La mythologie, bon, j'aimerais quand même dire encore un petit mot sur la mythologie, puisque il y a aussi la mythologie finlandaise qui est très intéressante. On parle notamment dans la saga des Ynglingar, qui a été écrite en 1225, des Berserkers. Alors les Berserkers, c'était des guerriers donc scandinaves qui étaient réputés pour leur férocité. Alors il y avait deux sortes de berserkers hein, dont on nous a rapporté les faits, enfin plutôt euh, les, les actions terribles qu'ils faisaient. Donc on avait les berserkers proprement dit qui étaient des guerriers ours, et il y avait aussi les Ulflennars, c'est très dur à prononcer, Ulflennars, qui étaient en fait des guerriers loups. Alors, ces guerriers en question, c'était des humains, c'était des hommes, mais qui subissaient une initiation qui devait leur permettre après d'entrer dans une sorte d'état de transe. Et une fois qu'ils étaient dans cet état de transe, ils devenaient comme habités par leur animal totem, en quelque sorte. Les uns avec l'esprit de l'ours, les autres avec l'esprit du loup, et ils se comportaient comme ces bêtes-là, en fait. Et lorsqu'ils étaient arrivés à ce stade, après ils se lançaient à l'attaque, bien sûr, et ils ne ressentaient ni douleur, ni le froid, et par contre, ils avaient même une force, on va dire, herculéenne, et rien ne pouvait les arrêter. Donc ça, c'est l'histoire des Berserkers, en Scandinavie. d'accord, à ne pas confondre avec le mythe de Fenrir, où lui était, même s'il était fils de Dieu, il était tout le temps en loup. Ça n'a rien à voir. Hein. Par contre, cette histoire des Berserkers, il est possible qu'il y ait eu effectivement une réalité même historique, puisqu'on a retrouvé dans la garde rapprochée des rois scandinaves, je crois que c'est au Danemark, on a retrouvé des squelettes de guerriers colossaux qui avoisinaient tous dans les 2 mètres. Hein. Donc, il est possible que cette élite guerrière ait véritablement existé, naturellement, et qu'ils aient eu des rites initiatiques leur permettant de décupler leur force lors des combats, naturellement. Hein. Et à partir de quand, finalement, on a commencé à associer la lycanthropie avec la pleine lune? Alors ça, en fait, c'est relativement récent. C'est relativement récent puisque bon, la lycanthropie, par contre, ça se produisait de nuit, ça c'est un fait. Mais après, on parlait pas spécialement de pleine lune. On va dire que avec la pleine lune, c'est venu bien plus tard. Mais il y avait des loups-garous entre guillemets qui étaient capables de se transformer un peu à volonté, mais par contre il fallait que ce soit la nuit, et on comprendra pourquoi d'ailleurs tout à l'heure lorsque j'expliquerai quel est le modus operandi pour se transformer en loup-garou. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu me demandais après quand sont arrivées à peu près les premières véritables histoires de loup-garou, hein, parce que là, on va sortir du mythe, on va sortir de la mythologie. Alors, c'est C'est ça. Hérodote qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, nous parle déjà d'hommes-loups. Alors, ce sont les Neurs dont il nous parle. Les Neurs, c'était un peuple qui vivait en Dacie, et la Dacie, ça correspond à peu près à la Roumanie actuelle. Donc c'est un pays qui est riche en histoire justement non seulement de loups-garous mais de vampires. Hein, la Roumanie, surtout avec la région des Carpates, voilà. Donc on est en plein dedans. Déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, on en parlait. On parlait donc de seigneurs qui une fois par an à peu près, nous dit Hérodote, passaient 2-3 jours peut-être sous la forme de loups. Voilà. Et après, au 1er siècle avant Jésus-Christ, là on a Strabon le géographe grec, qui lui nous parle des Daces. Et on est dans le même pays, on est en Dacie. Donc on a notre peuple, mais qui habite toujours cette Dacie, réputée pour faire des hommes loups. Et on remarquera d'ailleurs que le mot Dace vient du mot phrygien Daos, qui signifie loup, tout simplement. Voilà.
Donc là, nous avons les premières histoires de loups-garous, pas détaillées bien sûr, mais des références très anciennes. Et après, on passe au Moyen-Âge. Et après, j'ai retrouvé des traces d'histoire de loup-garou à partir du Moyen-Âge. Alors, l'un des premiers d'ailleurs à nous en avoir parlé, c'est Torquemada. Alors, Torquemada, le célèbre inquisiteur, hein, euh, qui avait du sang sur les mains, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et Torquemada nous rappelle au XVe siècle une histoire qui s'est déroulée en Russie. Donc il y avait un noble russe, un boyard, qui avait entendu dire que l'un de ses sujets se transformait en loup et donc commettait des prédations sur ses terres. Et il a fait arrêter l'homme en question. L'homme a été présenté devant lui, il était enchaîné, et lui a dit, écoute, moi ce que je veux, c'est que tu me montres de quoi tu es capable. Il faisait sans doute miroiter qu'il allait le libérer par la suite. Il lui dit, vas-y, transforme-toi en loup. Et l'homme s'est transformé en loup devant lui. À ce moment-là, le boyard, il a lancé 2 dogues très puissants sur le loup et ces dogues ont mis le loup en pièces. Voilà. Ça, c'est l'une des histoires qui nous est rapportée par Torquemada. Alors après, on a une autre histoire qui, elle, va se passer au Moyen-Âge. Un peu plus tard, on est au XVIe siècle. C'est la fameuse histoire d'Arline de Bariou. Alors Arline de Bariou, c'était une femme qui était d'une grande beauté. On parlait de ses beaux yeux verts notamment. Et c'était la femme donc d'un seigneur local du Cantal. Hein. Euh, et elle habitait près d'Apchon. D'ailleurs, ils avaient un petit château près d'Apchon. Et donc, on a le seigneur de Bariou, Nicolas de Bariou, qui par une belle journée, donc attablé donc à son bureau, il est en train de rédiger ses mémoires, je crois. Il fait très beau, la fenêtre est ouverte, et puis il entend quelqu'un qu'il connaît passer non loin de son château, quelqu'un qui part à la chasse. Cet homme, c'est comment il s'appelle, Roger Griffoul, c'est ça. Et Roger Griffoul, donc, il commence à dire quelques mots au Seigneur. Il lui dit, écoutez, je pars à la chasse. Donc, ben, il lui dit, Nicolas de Bariou, ben, écoute, pense à moi. Si tu peux tuer quelque animal, quelque gibier, pense à moi, apporte-moi quelque chose. Alors l'autre, il lui dit, ok, pas de problème, je repasserai par le château à mon retour. Et on va dire, dans la matinée. L'après-midi, la femme du seigneur de Bariou doit s'absenter. On est le vendredi et tous les vendredis après-midi, elle quitte le château pour soi-disant s'occuper de ses pauvres, pour ses bonnes œuvres, elle distribue de l'argent, etc. Donc le seigneur de Bariou se retrouve seul dans son château. Roger Rifoul, de son côté, il passe toute sa journée à essayer de traquer du gibier, et puis on arrive à cette fameuse après-midi où il va être attaqué par un loup. Il a son arme avec lui, son mousquet, il fait feu, mais il rate le fauve, et le fauve lui saute à la gorge, et il s'ensuit un terrible corps à corps. Roger Rifoul va quand même réussir à s'en sortir. Il a avec lui un grand couteau de chasse, il coupe la patte du loup. Et le loup se met à hurler et va partir très vite, se cacher dans un bois tout proche. Le soir, compromis, Roger Rifoul repasse par le château, il voit le seigneur de Bariou, et lequel lui demande alors la chasse a-t-elle été bonne, et lui dit non, malheureusement, je reviens bredouille. Par contre, il lui explique l'affaire qu'il a eue avec ce loup. Il lui dit, mais tenez, j'ai gardé comme trophée la patte du loup que j'ai dans ma gibecière. Il lui sort la patte. Or, à l'étonnement des deux hommes, qu'est-ce qu'ils voient? À la place de la patte, une main de femme avec une bague. Et le seigneur de Bariou reconnaît la bague de sa femme. Donc, il est dans tous ses états. Il demande à Roger Griffou de lui laisser la main et de s'en aller. Après, il va rejoindre, on est le soir, hein, bien sûr. Sa femme est rentrée au château, elle est près de la cheminée. Il demande à baiser la main de sa femme, et sa femme lui tend sa main gauche. Il lui dit non, madame, je veux l'autre main, qu'elle dissimulée sous une espèce d'habit.
Et elle lui avoue qu'elle s'est blessée tantôt avec un couteau et il lui dit arrêtez de mentir, voici votre main. Il lui montre la main donc qui a été tranchée avec la bague. Celle-ci s'écroule en larmes et lui avoue que tous les vendredis après-midi elle se transforme en loup et voilà. Alors cette histoire, elle a donné lieu à un procès à l'époque. Il y a eu un jugement rendu par le cour de Riom. Elle a été convaincue donc de lycanthropie. Et elle a été condamnée au bûcher. Donc c'est une histoire tout à fait, on va dire, véridique en ce sens que bon, on a un procès verbal, on a tout ce que l'on veut, et puis on a surtout cette sentence rendue par la cour de Riom qui a condamné Arline de Bariou au bûcher. Alors par contre, est-ce que l'histoire était véridique en ce sens? Est-ce qu'elle se transformait effectivement en loup? On peut avoir des doutes, puisque n'oublions pas qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas divorcer. Est-ce que ce n'était pas un stratagème du seigneur de Bariou pour se débarrasser de sa femme, faisant croire qu'elle était un loup-garou en fait, et à ce moment-là, ça suppose qu'avec des complicités, même, ils auraient tranché la main de la pauvre femme, etc. Enfin, il aurait pu y avoir toute une machination pour justement se débarrasser d'Arlène de Bariou. Hein. Mais voilà, c'est les faits tels qu'ils sont rapportés par le jugement de la cour de Riom et le jugement qui a été rendu le 12 juillet 1588. Bah, disons que ça a au moins le mérite de nous faire comprendre qu'à l'époque, il y avait déjà des mythes qui devaient tourner autour d'histoires de loups-garous. Sinon, il n'aurait pas pris cet exemple-là, il aurait peut-être plus pris, je sais pas, un exemple avec un démon. C'était quand même plus facile de faire brûler une femme pour sorcellerie et de l'accuser d'être possédée que, tu vois, que de dire qu'elle se transformait en loup. Donc il y avait peut-être déjà des sujets comme ça qui tournaient à l'époque dans cette région et qui a permis de donner si tout était monté de toutes pièces, tu vois, qui a permis de donner un accent de véracité à cette supercherie. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier d'ailleurs que à partir de la Renaissance, il y a eu énormément de procès de loups-garous, dans toute l'Europe d'ailleurs. Et en France, rien qu'en France, il y a eu 30 000 personnes qui ont été accusées de lycanthropie. 30 000 personnes. Là, tu vois, on l'apprend, mon cher ami, là. On le savait. En tout cas, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de procès de lycanthropie en France à la Renaissance. Tout à fait. D'ailleurs, on peut en parler là maintenant, si tu veux. Je voulais en parler un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant de ces procès. Donc, ça s'est passé entre 1520 et 1630. Et il y a eu des procès retentissants d'ailleurs, notamment le fameux procès de Gilles Garnier qui a eu lieu en 1572. Alors là, on est dans la région de Dole, on est dans le Jura. Des enfants sont tués, retrouvés à moitié dévorés, et on suspecte, bien sûr, quelqu'un qui vivait à part du village, un peu en ermite, avec sa femme. Et c'était Gilles Garnier. Il vivait un peu, pas comme un sauvage, mais presque dans une maison dans les bois. Et puis un jour, on retrouve encore une pauvre victime. Donc là, ils se disent c'est lui à coup sûr, et c'est la populace qui va s'emparer de lui et l'amener, bien sûr, à Dole pour le livrer entre les mains de la justice. Et ce qui va se passer à ce moment-là, bon, il va être soumis à la question. Le problème, c'est ça, c'est que la plupart des aveux est obtenus par la torture. Et sous la torture, les gens avouaient n'importe quoi, hein, tout ce qu'on leur demandait. Alors c'est pour ça qu'il va reconnaître des faits horribles. Il va reconnaître, par exemple, qu'il qui s'apprêtait à dévorer une fillette à tel endroit lorsque des villageois sont arrivés pour l'empêcher de la dévorer, qu'une autre fois, sous la forme d'un loup, il s'est attaqué à un jeune garçon et il a trouvé la chair si bonne qu'il en a apporté un morceau pour le souper le soir à sa femme. Enfin, il va avouer des tas de crimes horribles.
hein. Et bien sûr, il sera condamné, Gigarnier, au bûcher le 18 janvier 1573. Et ce n'est pas un cas unique. Rien que le juge franc-comtois Boguet a livré en tout 600 personnes au bourreau, hein, pour être brûlés vifs. 600 personnes, un seul juge. Donc il faut imaginer ce que ça a été dans la France entière. Et il y a eu une véritable folie qui s'est emparée justement à cette époque-là des gens, je ne sais pas. Alors en plus, on considérait qu'un loup-garou, au départ, c'était la plupart du temps, du moins, un sorcier, parce que pour se transformer en loup-garou, on disait que c'était un sorcier qui avait reçu ou bien un onguent, hein, qui se passait sur le corps, ou bien un vêtement, par exemple une peau de loup, une ceinture faite en peau de loup qui lui permettait de se transformer. Et on disait d'ailleurs que c'était un pacte passé entre le sorcier et le diable qui avait donné ou la recette de préparer l'onguent, ou bien la peau du loup qui permettait de se transformer en loup-garou. Voilà. Donc, on avait une, une corrélation entre les loups-garous et les sorciers. C'est pour ça d'ailleurs que les prétendus loups-garous finissaient sur le bûcher, parce que on disait que c'était des sorciers, donc ils devaient périr de cette façon-là. Alors il y a aussi eu un procès retentissant et très intéressant en Allemagne. En 1589, c'est le cas de Peter Stump. Alors Peter Stump, il vit donc à cette époque-là dans un village. C'est un riche propriétaire terrien, même c'est considéré comme une personnalité de la contrée, parce que ça fait partie des notables, on va dire. Et vient d'un seul coup contre lui de terribles accusations. On l'accuse d'avoir tué et dévoré 13 enfants et 2 femmes enceintes. On l'accuse même d'avoir dévoré son propre fils et d'avoir notamment mangé la cervelle de son fils. Voilà les accusations qui sont portées contre lui. En plus, on dit qu'il a eu des rapports incestueux avec sa fille et qu'il avait fait aussi l'acte d'amour avec un démon succube, et que c'est ce démon succube qui lui aurait remis une fameuse ceinture qui lui permettait de se transformer en loup. Voilà. Alors, bien sûr, il va être torturé, il va tout avouer. Il va tout avouer, il va expliquer qu'il se transforme dans un loup d'une taille gigantesque, qui est soumis à des accès de sauvagerie terribles, et puis il avoue tous les crimes dont on l'accuse. Si bien qu'il va être condamné, le jugement va être prononcé à Cologne, dans la ville de Cologne en 1589. Il sera condamné au supplice de la roue. Le bourreau sera chargé de lui arracher sur les os 10 morceaux de chair à l'aide de pinces portées au rouge. Après cela, on doit lui briser les membres à coups de maillet, et finalement, il sera décapité. Et encore, ça ne suffit pas, puisqu'on décide de jeter son corps dans les flammes d'un bûcher. Mais alors, ce qui est curieux aussi dans cette affaire, c'est que dans le bûcher, 2 autres personnes vont mourir. Il y a notamment sa fille qui est accusée d'avoir eu des rapports incestueux avec son père, et qui sera étranglée juste avant d'être brûlée sur le bûcher. Et une autre personne, une parente éloignée donc de Stump, qui sans doute a eu aussi des rapports avec lui, mais on ne sait pas trop. Par contre, le nom, j'ai trouvé ça amusant aujourd'hui de le citer. Cette personne s'appelait Katharina Trump. Voilà. Donc, bon, c'est juste, voilà. On trouve le nom de Trump, donc, dans un procès de 1589. Un procès touchant à la lycanthropie, voilà. Mais alors, juste par rapport au fait qu'ils aient aussi brûlé sa fille, c'est parce qu'ils pensaient que sa fille serait aussi un lycanthrope du fait qu'il ait eu des relations, qu'elle soit... Oui, ou qu'elle aurait pu porter justement peut-être un enfant qui aurait pu devenir à son tour un loup-garou. Ça, c'est possible. Hein. À moins que on ait voulu tout simplement éliminer des témoins gênants. Hein. Parce que
comme je le disais, c'était très facile quand même à l'époque, sous prétexte de vouloir détruire des sorciers et des sorcières, de faire disparaître des personnes qui étaient peut-être un petit peu trop gênantes. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. De toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que la lycanthropie, le fait de se transformer en loup-garou, ce n'est pas tel qu'on le conçoit dans les films, c'est-à-dire il n'y a pas une mutation, on voit pas l'homme se transformer à moitié loup, moitié homme. Il faut bien savoir qu'à ces époques-là, l'homme se transformait normalement, selon les croyances de l'époque, en loup, en véritable loup, et la transformation se faisait instantanément. Donc, c'est quelque chose qui est complètement invraisemblable. On ne peut pas imaginer un homme se transformer en loup en quelques secondes comme ça. Ce n'est pas possible. Oui, c'est-à-dire que excuse-moi Pascal, si on reprend la couverture de Top Secret, là on est sur un loup qui a une forme humanoïde, donc c'était pas ça à l'époque. À l'époque, c'était vraiment une transformation complète Exactement. En un loup, tout simplement. Mais on voit bien qu'un corps humain ne peut pas devenir un corps d'un loup, ce n'est pas possible. Alors, le phénomène loup-garou a vraiment existé, existe peut-être encore, mais j'expliquerai comment ça se passe à la fin. Ça sera la révélation de la fin. Alors, il faut également savoir qu'il y avait un moyen qu'on pouvait utiliser aussi pour savoir si le présumé coupable était véritablement un loup-garou ou pas. On considérait que le loup-garou cachait sous sa peau d'homme la peau du loup. Alors donc ce qu'on faisait, généralement on incisait la peau et on a retourné un morceau pour voir s'il n'y avait pas des poils de loup qui se cachaient dessous. C'était un moyen utilisé à l'époque pour savoir si on avait vraiment affaire ou pas à un loup-garou. Mais par contre, on avait aussi des gens qui étaient atteints de lycanthropie, c'est-à-dire de folie louvière, qui se prenaient véritablement pour des loups. Ça a toujours existé. Et ces gens-là, bon, quand on est tombé sur des juges un peu intelligents, donc ils les considéraient comme des fous, et puis bon, ça s'arrêtait là. Mais par contre, on a aussi le cas justement d'un homme, je crois que c'était en Italie, qui se prenait pour un loup et qui avait voulu montrer qu'il avait la peau d'un loup sous sa peau humaine, et il s'est mis à se taillader de telle façon qu'il est mort. Ils n'ont même pas pu le sauver parce que sa folie l'avait conduit à chercher à tout prix les poils du loup. Il s'était ouvert tout le corps. C'était une horreur. Voilà. Juste pour rester sur l'Italie 2 secondes, la légende de Rémus et Romulus qui était allaités à la louve, finalement véritable louve ou femme qui se transformait en loup de temps en temps. Alors, de toute façon, bon, il y a l'histoire, on va dire, le mythe de Rémus et Romulus. On sait que les enfants Rémus et Romulus vont être allaités par cette louve qui va leur sauver la vie quelque part. Et c'est un berger qui va les trouver après dans la tanière de la louve, qui va les prendre et après qui va les élever pour en faire vraiment des humains. Voilà. Mais par contre, j'ai appris, il y a quelques années de cela, qu'il y avait une variante à cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient été peut-être élevés, Rémus et Romulus, par une prostituée au départ. Et cette prostituée avait un nom qui rappelait en latin le nom de la louve, quelque chose comme ça. Donc, ce mythe de la louve, bon, c'est pareil. Hein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Par contre, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire peut-être dans une prochaine émission. C'est vrai qu'il y a aussi le phénomène des enfants sauvages. On sait qu'il y a des enfants qui ont été élevés par des louves, hein, qui ont été nourris par des louves. Ça, on le sait. Hein. Alors, c'est arrivé, on a des cas en Inde notamment, mais c'est arrivé également en Europe, hein, mais à des époques, bien sûr, très anciennes. Voilà. Donc, Rémus et Romulus, il se peut effectivement qu'ils aient été nourris par une louve,
ou bon, comme on raconte, ça aurait été peut-être aussi une prostituée qui portait le nom de la Louve, voilà. Donc, Ok. et alors, ce que je te propose, c'est qu'on revienne aux véritables histoires de loups-garous, hein, qui ont lieu à toutes les époques, en fait. J'en ai trouvé à peu près à toutes les époques. Alors, j'ai parlé d'Arline de Barriou. Maintenant, on va se rendre au Québec et en 1654. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1654 au Québec? On est donc au XVIIe siècle. Il y a un petit village qui se trouve à quelques kilomètres de ce qui sera la future Montréal. Alors, c'est un village qui est habité par des colons français, naturellement, et qui va subir une attaque. Alors ça nous a été rapporté, cette histoire, par un missionnaire jésuite. Et ce missionnaire jésuite, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc le village a été attaqué, comme il nous l'apprend, par des Adlets. Alors les Adlets, c'était comme ça que les Amérindiens appelaient les loups-garous du Canada. Et les Adlets, ils ont massacré, dévoré tous les habitants. Il n'y en a qu'une vingtaine qui ont réussi à s'échapper à cheval, c'est tout. Hein. Et d'après la description qui nous est parvenue des Adlets, eh bien, on s'aperçoit qu'ils avaient vraiment l'aspect de loup-garou tel qu'on peut se l'imaginer aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire ils étaient entre le loup et l'homme. Ce sont les descriptions que nous avons, et qui rappellent aussi un peu le Wendigo aussi. Le Wendigo, c'est pareil, hein, c'est un être fabuleux d'Amérique du Nord, un être légendaire qui serait devenu donc un loup-garou. Enfin, c'est un homme qui serait devenu un loup-garou, un Wendigo, après avoir fait du cannibalisme. Hein, voilà, c'était une sorte de punition divine. Il se transforme après en Wendigo. Hein. D'accord. Alors tu vois, je croyais que le Wendigo c'était le contraire, c'était de la thérianthropie, c'est-à-dire la lycanthropie c'est un homme qui va se transformer en loup, et la thérianthropie c'est un animal qui va se transformer en humain. Donc là, pour le cas du Wendigo, je croyais que c'était des loups qui se transformaient Non, en humains. non, non, là c'est pareil. Le Wendigo, en fait, alors par contre, il est d'aspect un peu plus humain, on va dire, le Wendigo, d'aspect un peu plus humanoïde, et il est capable, par contre, le Wendigo, de revenir vraiment sous la forme d'un humain. Il serait trahi par la couleur de ses yeux qui resterait rouge. Voilà, c'est comme ça qu'on décrit le Wendigo, en fait. Hein. Alors, on va continuer. Donc, pareil, hein, dans l'histoire, tous les cas, enfin pas tous les cas bien sûr, mais certains cas qui sont euh, très emblématiques hein, de ce que j'ai pu relever. Alors là, on arrive maintenant au XIXe siècle et on va se rendre en Irlande où il s'est passé donc dans le comté de Cavan des attaques sur des troupeaux de moutons. Il y en a des centaines qui vont périr égorgés. Ça va être une véritable hécatombe. Alors on va dire que c'est peut-être un chien qui a fait ça, parce que le problème c'est que le loup a disparu en Irlande en 1712. Et là on est en 1874. Alors, donc il n'y a plus de loups sur l'île, ça on le sait. Alors on va accuser des chiens. Et on va tuer des grands chiens, plus ou moins sauvages, enfin des chiens qui rôdent dans les parages, mais ça ne changera rien. Et ça va durer, cette histoire, pendant plusieurs mois. Ce sont des centaines et des centaines de têtes de bétail qui vont être égorgées. Et donc, voilà, ça c'est un événement qui a été relevé par Charles Fort. Hein. C'est vrai que Charles Fort, on lui doit beaucoup, il a fait un travail d'investigation formidable. Et c'est d'ailleurs aussi, je crois, Charles Fort qui rapporte cette histoire, toujours au XIXe siècle. Et il a relevé cette histoire dans le Field. C'est un journal en date du 9 décembre 1893 qui a rapporté le témoignage du général Burton. Alors le général Burton, il se trouvait à cette époque-là en Russie. Et il a entendu parler d'une bête qui s'attaquait principalement aux jeunes filles, qui les attaquait, qui les tuait, un peu d'ailleurs comme faisait la bête du Gévaudan. Hein.
D'ailleurs, on en dira deux mots tout à l'heure, puisque la bête du Gévaudan, il y a certaines théories qui veulent que c'était aussi un loup-garou, mais bon, pour moi, ça n'en était pas un, mais naturellement, mais enfin, on en touchera deux mots tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1893 en Russie? On est au sud de Moscou et on a des jeunes paysannes là qui se font attaquer, déchiqueter par une bête terrible. On va envoyer l'armée, on va envoyer d'abord quelques dizaines de soldats et on s'aperçoit que ça ne suffit pas. On organise des battues, on n'arrive pas non plus à trouver la bête. Finalement, on dépêche sur les lieux le prince Cherinki qui va arriver avec 10 officiers et 130 soldats. Ah, ils vont, pareil, mener des battues, on les appelle à droite, à gauche, chaque fois qu'on aperçoit la bête, mais ils vont arriver strictement à rien. Heureusement, la bête va disparaître aussi rapidement qu'elle était apparue. Donc les crimes vont cesser et ça nous rappelle justement c'est cette attaque de jeunes paysannes, etc., l'affaire La Bête du Gévaudan. Et comme je disais, on a soupçonné euh, que ça aurait pu être un loup-garou qui aurait commis ces meurtres dans le Gévaudan. Et l'individu soupçonné d'avoir été un loup-garou, à l'époque de la bête du Gévaudan, je rappelle que la bête du Gévaudan, elle a tué quand même, elle a fait quand même une centaine de victimes entre 1764 et 1767. Hein, ça a duré quand même plusieurs années. Et à l'époque, les soupçons se portaient sur le fils Chastel, sur Antoine Chastel, qui vivait comme un homme sauvage, plus ou moins, dans des bois. Dans des bois justement du côté du Mont-Moucher, etc. Enfin, les lieux où sévissait en fait la bête. Et on a le témoignage d'un homme qui aurait reconnu Antoine Chastel lors d'une nuit de pleine lune, qui se baignait dans la rivière et qui en aurait et qui serait sorti de cette rivière après brutalement et se serait transformé en loup. Il se serait lancé après vers le témoin qui aurait juste eu le temps de fermer la porte de sa maison pour ne pas se faire tuer. Alors bon, là, c'est pareil, la famille Chastel qui a été soupçonnée. Alors, il y avait peut-être une implication de cette famille. On sait d'ailleurs que c'est Jean Chastel, le père d'Antoine Chastel, qui a tué la bête du Gévaudan. Hein, c'est lui qui a mis fin au jour de la bête. Mais après, bon, est-ce qu'ils étaient vraiment responsables? C'est vrai qu'ils avaient une mauvaise réputation. Le père Chastel, qui était appelé le fils de la masque. Alors la masque, c'était pour désigner la sorcière, c'était un mot qui désignait la sorcière. Donc c'était vraiment une famille à très très mauvaise réputation, mais on n'a pas vraiment de preuves de leur implication dans l'affaire de la bête du Gévaudan. Est-ce qu'ils connaissaient la bête? Est-ce ils ont aidé à la dissimuler? On n'a pas de preuves. Après, on peut tout imaginer, voilà. Mais c'est vrai que le fils avait une réputation sulfureuse et puis certains ont dit que c'était peut-être un loup-garou, voilà. Hein. Donc ça, c'est l'aparté sur la bête du Gévaudan. Alors, on va revenir à nos histoires de loup-garou. Alors, on a rappelé l'histoire de la Russie et on est toujours au 19e siècle, on est en 1880 et là, on va se rendre au Pays de Galles où un professeur avait une résidence secondaire où il avait l'habitude de se rendre près d'un lac. C'était un endroit très très joli. Et un jour, en flânant auprès de ce lac, il trouve un énorme crâne qui ressemble à un crâne de chien. Bon, mais le crâne est vraiment énorme et il le ramène chez lui, il le pose sur la cheminée comme élément décoratif et puis voilà. Et puis après, il s'en va rejoindre un ami qui habite un peu plus loin. Pendant ce temps, sa femme est seule à la maison, la nuit vient de tomber, et puis elle entend soudainement des bruits dans la cuisine. Alors elle se rend dans la cuisine pour voir ce qui se passe, et elle aperçoit derrière la fenêtre, derrière la vitre de la fenêtre,
une tête de loup-garou. Il n'y a pas d'autre mot, puisque elle voit un museau, des dents de loup, et par contre un regard humain. Elle a une peur inimaginable. Elle va vite fermer le verrou de la porte d'entrée, etc. Et elle entend toujours la bête qui rôde autour de la maison. Et à un moment donné, son mari rentre, il est avec son ami. Alors elle le rouvre, elle trouve la force de le rouvrir, en même temps elle s'évanouit dans les bras de son mari. Et lorsqu'elle revient à elle, elle lui explique ce qui vient de se passer. La bête était venue très peu de temps avant son arrivée. Donc le professeur, avec son ami, ils prennent un fusil et décident de se mettre à la poursuite de ce loup-garou, quoi. Ils suivent les traces et ils le voient et ils trouvent la bête près du lac. Et la bête se met à sauter dans l'eau. Mais alors, fait extraordinaire, aucun bruit, aucune trace sur l'eau. Quand on jette un caillou dans l'eau, ça va faire des ronds, ça va faire là rien, rien du tout. Comme s'il s'agissait d'un fantôme. Alors ça, c'est très intéressant pour moi parce que ça va étayer après ce que je vais expliquer à la fin de l'émission. Donc, ce que sont en vérité les loups-garous. Voilà. Est-ce que Sir Conan Doyle ne se serait pas basé sur ce fait pour écrire sa nouvelle Les Chiens de Baskerville? Non, non, parce que c'est autre chose, ça, le chien des Baskerville. Hein. Parce que moi, je me suis intéressé, bien sûr, à cette histoire. J'ai adoré. Hein, pour moi, c'est l'une de mes meilleures histoires de Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville, en fait, s'est inspiré d'un autre phénomène en Angleterre qui s'appelle les Black Dogs. Alors les Black Dogs, là c'est pareil, on pourrait faire toute une émission dessus. Hein. On en entend parler depuis le Moyen Âge en Angleterre. Hein. Ce sont des sortes de chiens fantômes avec des yeux rouges qui disparaissent comme par enchantement, qui apparaissent de la même façon, mais qui laissent quand même des traces bien visibles. Il y a notamment un Black Dog qui avait attaqué, je crois que c'était au XVIe siècle, si je me souviens bien, des paroissiens qui écoutaient l'office dans une église. Il en avait tué même plusieurs, et puis en partant, il avait laissé les traces de ses griffes sur la porte de l'église. Hein. Et en même temps, il avait disparu après comme par enchantement. Et les Black Dogs, le dernier dont on a entendu parler, je crois que c'était dans les années 70. C'est un fermier qui avait trouvé dans sa maison un Black Dog. Alors le chien est effrayant, hein, effrayant à voir. Il avait pris un tisonnier, il avait voulu lui asséner un coup sur le dos du chien, et le chien avait disparu, mais dans une explosion d'électricité. Ça lui avait fait sauter toute l'installation électrique de sa maison, tout simplement. Donc ça, c'est un phénomène. C'est pareil, hein, c'est une sacrée énigme, les Black Dogs. On les rencontre généralement au croisement de routes, près également des pierres levées, des dolmens, etc. Mais ça, c'est un mystère incroyable. Hein. Et c'est des Black Dogs que s'est inspiré, bien sûr, Sir Arthur Conan Doyle pour écrire sa fameuse histoire du chien des Baskerville. Voilà. Ok. Alors, je continue, parce que j'en ai noté des histoires, mais c'est fabuleux. Il y en a partout. Et les plus récentes, elles datent de cette année. Hein. Donc, il y en a encore des histoires de loup-garou. Ne sortez pas la nuit après cette émission, je vous en prie. On ne sait jamais. Alors, là, on arrive maintenant en 1925. Là, j'ai trouvé, là, c'était dans le Daily Express, ils avaient rapporté dans le Derbyshire. Alors, c'est pareil, des moutons qui ont été massacrés à cette époque. Il y a eu des enquêtes menées par la police, ils n'ont rien trouvé du tout. Par contre, ils sont arrivés à la conclusion que les moutons avaient été tués par aucun animal connu, puisque
les têtes avaient été arrachées, les pattes arrachées, il y avait des lacérations dans les flancs de griffes énormes, donc impossible que ce soit fait par un chien ou même un autre prédateur, hein. C'était quelque chose de terrible. Alors ça a duré quelques temps cette histoire, puis pareil, ça, ça finit par disparaître et on a accusé un loup-garou naturellement, mais voilà, on n'en sait pas plus. Alors par contre, on arrive maintenant aux États-Unis. On va faire un petit tour dans le Wisconsin, parce que là, il y a la fameuse bête de Bray Road. Alors, la bête de Bray Road, elle fait parler d'elle depuis 1949. Alors, c'est vraiment l'image même du loup-garou, on peut pas faire mieux, hein, puisque c'est une bête qui est capable de se redresser sur ses pattes postérieures, qui peut courir comme un homme, qui est d'une taille impressionnante, plus de 2 mètres, entièrement velu, avec une tête de loup. Le poids est estimé à peu près à 180 kilos. C'est un sacré bestiau. Et donc, on a le témoignage, alors plusieurs témoignages d'ailleurs, hein, sur cette bête, et l'un des, on va dire, des derniers mandats, c'est celui de d'Orestine Gibson, qui a eu affaire à la bête le 31 octobre 1991. Donc, cette dame qui était conductrice d'un bus scolaire, elle rentrait chez elle le soir, hein, c'était la nuit, et puis d'un seul coup, sa voiture se met à faire un bond sur la route. Elle a heurté un animal, elle en est désolée, c'est pas ce que c'est, elle s'arrête plusieurs mètres plus loin, et puis d'un seul coup, elle voit une masse se redresser et foncer vers elle, en faisant un bruit épouvantable, parce que la bête est tellement lourde que chaque pas sur le sol, ça fait vibrer, donc elle a la peur de sa vie, elle rentre vite dans son véhicule et elle démarre en trombe, et elle voit dans le rétroviseur la bête qui fait un bond pour essayer d'agripper la voiture, et qui va lui laisser des traces de griffes sur son coffre arrière d'ailleurs. Et après, heureusement pour elle, la bête va changer de direction, elle va abandonner la poursuite et partir après dans un champ. À son grand soulagement, on peut l'imaginer, bien sûr. Alors, ça, c'est la bête de Bray Road, mais on va découvrir une autre bête, toujours dans le Wisconsin, mais qui est un peu différente. Là, ça s'est passé pas très loin de la ville de Milwaukee. Et nous sommes le 26 juin 2007. On a un groupe là de 5 jeunes qui sont un peu amateurs d'émotions, de sensations fortes. Et ils savent qu'il y a un tronçon de route là, près de Milwaukee, qui est réputé être un tronçon de route hanté, puisque 2 adolescents auraient trouvé la mort à cet endroit, sur une portion de route qui fait à peu près 1,6 km. Alors ils décident eh bien de faire ce chemin le soir, à la nuit tombée, et à pied, pour essayer de voir les fantômes dont on leur a tant parlé. Le problème, c'est qu'ils vont pas trouver de fantômes, mais ils vont entendre des bruits, déjà une sorte de hurlement qui leur glace le sang, et avec leur lampe torche, ils éclairent un fourré. C'est un tronçon de route qui est pas très loin en plus des bois. Et dans ce fourré, ils voient 2 immenses yeux jaunes qui les regardent. Alors, il y a 2 garçons et 3 filles qui sont âgés entre 18 et 22 ans à peu près. Il y a 2 filles déjà qui prennent leurs jambes à leur cou, comme on dit, et qui vont se réfugier sous un lampadaire pour au moins être sous la lumière et voir ce qui se passe. Les autres, ils attendent et ils se demandent mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et puis cette chose se met à se redresser, à leur courir après. Alors là, bien sûr, panique générale. Et les 3 jeunes, là, pareil, ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais il y a un des garçons, alors peut-être qu'il n'est pas très sportif, il court moins vite que les autres, il est sur le point de se faire attraper par la bête, il sent même les griffes lui frôler sa chemise de la bête, il sent même la chaleur du corps de la bête. Et heureusement, la bête va abandonner la poursuite et va partir dans une direction opposée. Donc, ils en sont quittes pour une grosse frayeur. Ils rentrent le soir chez eux, ils en parlent à leurs parents, ils sont complètement bouleversés. Et il y a une journaliste qui va enquêter sur cette affaire.
Cette journaliste, c'est Linda Godfrey. D'ailleurs, elle a fait un travail sur les loups-garous aux États-Unis extraordinaire, hein. C'est un livre écrit en américain, je l'ai lu, c'est passionnant. Donc, elle va enquêter, elle va recueillir déjà les témoignages des jeunes, et les jeunes en question, c'était des jeunes tout à fait normaux, qui étaient pas du tout du genre à inventer des histoires. En plus, ils étaient sobres le soir où l'événement s'est produit. Ils n'avaient pas consommé d'alcool, rien du tout. Donc elle les a crus sur parole. Et elle leur a demandé de lui montrer l'endroit où ils avaient été attaqués par cette créature. Ils vont regarder un peu de plus près les fourrés où la bête avait été vue la première fois. Et là, ils vont trouver sur des empreintes. Ils vont tomber sur des empreintes qui ressemblent à des empreintes de canidés, sauf que les empreintes en question font plus de 20 centimètres. Hein, c'est colossal. Moi qui connais bien les plus grands chiens, j'en ai eu dans ma vie, etc., des molosses, etc. Une patte d'un gros chien, ça va faire quoi? Ça va faire peut-être 10 centimètres au maximum. Là, l'empreinte fait plus de 20 centimètres. C'est colossal. On a donc une trace physique. Donc c'est assez incroyable. Alors, je continue mes histoires. Là, on va revenir un petit peu en arrière. Il y a une histoire aussi qui est assez extraordinaire. En 1957, à Singapour. À cette époque-là, il y avait donc à Singapour un foyer d'infirmières. Et ça faisait plusieurs nuits que ces pauvres infirmières qui essayaient de dormir donc dans ce foyer étaient réveillées par une espèce de monstre qui les regardait dormir et qui mettait sa tête juste au-dessus d'elles. Et quand elle se réveillait, elle voyait cette tête horrible, entièrement velue, avec des crocs acérés qui dépassaient. Alors la police a été appelée je ne sais combien de fois. Ils ont enquêté, ils n'ont jamais pu mettre la main dessus. Voilà. Alors ensuite, on va rester on va dire en Asie pour découvrir en 1960 une histoire aussi extraordinaire qui a été rapportée par un monsieur qui s'appelle Harold Young, qui était propriétaire du zoo de Chiang Mai en Thaïlande. Donc c'était quelqu'un qui s'intéressait énormément à la faune et un jour il va rendre visite à un petit village qui se trouve à la frontière birmano-thaïlandaise. On lui a parlé justement d'un loup-garou. Alors il va en avoir le cœur net, il va voir donc cet endroit, il est armé, il a un fusil, etc. Et au moment où il est en train de recueillir des témoignages de villageois, on entend un hurlement dans une cabane. Tout le monde se précipite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui vient d'être égorgée et un loup sur elle qui est en train de boire son sang. Alors bien sûr, il épaule son fusil, il tire une balle dans le flanc du loup qui arrive quand même à s'enfuir. Bon, ils essayent de le poursuivre, bien sûr, de poursuivre l'animal. Et en suivant les traces qui partent dans la forêt, ils s'aperçoivent que les traces reviennent vers le village et vers une cabane. Et au petit matin, qu'est-ce qu'ils découvrent dans cette cabane? Un homme allongé sur le sol avec une balle sur le côté. Voilà, c'est assez extraordinaire comme histoire. Alors, j'ai une autre histoire après au Canada, plus précisément au Québec. Alors là, ça s'est passé en 2005. Par contre, j'ai essayé on va dire, d'investiguer un peu sur cette histoire. Je n'ai pas comment dirais-je, de certitude absolue sur la véracité des dires parce que le témoin a voulu rester anonyme. Il a publié par contre sur Internet la photo de ses blessures, soignées à l'hôpital. Mais bon, c'est une histoire, on va la prendre avec des pincettes quand même, hein, qui est l'histoire. Donc, d'après l'histoire qui est parvenue à mes oreilles, donc ce gars-là, il s'est trouvé dans une résidence secondaire, pas très loin d'un parc naturel. Et puis il entend du bruit dans sa remise, et puis il voit une bête qui en sort. Alors, il est déjà à quelques distances, donc il distingue pas très bien, mais il se demande ce que c'est.
Justement, est-ce que c'est un ours? Est-ce que c'est un loup? Il voit pas très bien. Il essaie de s'approcher, et puis il se dit en approchant, bon, un animal sauvage, il va déguerpir, puis voilà. Eh ben non, il s'agissait pas d'un animal ordinaire. Et quand il voit la créature, il sait même pas de quoi il s'agit. Ça tient du loup, ça tient de l'humain, ça tient de beaucoup de choses. Et cette créature se met d'un seul coup à l'assaillir. Il est renversé, tombe sur le sol. Il a qu'une hâte de regagner sa maison, et juste avant de rentrer dans sa maison, la créature va lui lacérer le dos avec ses griffes, et il sera gravement blessé d'ailleurs. Pardon. Et après, donc, quand il va se rendre à l'hôpital, c'est ce qu'il dit, hein, du moins, pour se faire soigner ses blessures, il dira, de manière à ce qu'on ne le prenne pas pour un fou, qu'il a été attaqué par un ours. Voilà. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée en 2005. Alors par contre, j'ai trouvé une autre histoire en 2011. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus sérieuse, puisque le témoin est allé d'ailleurs faire une sorte de rapport aux autorités, et il a dit ce qui s'était passé. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus sérieux. Donc on est en 2011, on a ce monsieur-là qui est un randonneur expérimenté et qui adore faire des promenades. Enfin, c'est plus que des promenades, là, c'est carrément des randonnées très sportives du côté du Mont Baldi. On est dans la province d'Alberta. Alors c'est quelqu'un qui a l'habitude, hein, de faire des raids de ce type. Il a toujours tout ce qu'il faut sur lui. Il a un fusil, il a une trousse de premiers soins, et il a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir en cas d'imprévu, etc. Et donc il monte un chemin, et d'un seul coup, il se trouve face à face avec un loup. Ben, un loup énorme. Et ce loup, il a au moins la taille d'un dog allemand, hein, donc vraiment très très grand. Alors, il se dit, bon, je vais essayer de parler, il va fuir. Non, il bouge pas, il ne bouge pas. Alors, il commence à élever la voix, essayer de crier pour lui faire peur. L'animal ne bouge pas. Alors il se dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, il décide de faire demi-tour, hein, parce que là, il se dit, bon, c'est quand même risqué de continuer plus avant. Il s'aperçoit que le loup, à ce moment-là, bouge. Non seulement il bouge, mais il le suit. Alors là, il commence à paniquer un peu. Il prend son fusil, il veut pas le tuer, il veut pas lui faire de mal, mais il tire un coup en l'air. Il se dit, bon, là, il va bien déguerpir. Eh ben non, le loup ne bronche pas. Il s'est arrêté, mais il n'est pas parti. Alors, il a une idée un peu saugrenu, on va dire, parce que, alors qu'il devrait être complètement paniqué par ce comportement anormal, il prend son appareil photo numérique. Et au moment où il veut le photographier, hop, le loup s'enfuit dans le bois. Alors il se dit, ah, mais ça c'est incroyable, rien que le fait d'avoir sorti l'appareil photo numérique, il est parti. Donc il se dit, bon, on va quand même pas risquer tenter le diable là, et il décide d'aller dans un endroit qui soit un petit peu moins boisé pour avoir une meilleure vue des alentours. Et à sa grande surprise, il s'aperçoit que le loup est pas très loin de lui. Il se trouve à l'orée d'un bois. Il est en train de le regarder, le loup. Mais le souci, c'est que le loup n'est pas à quatre pattes. Il est debout sur ses deux pattes arrière. Donc là, c'est pareil. Il se dit, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est cette créature? Il veut attraper son appareil photo numérique, et là, le loup fuit à nouveau. Voilà. Donc ça, c'est une histoire qui s'est passée au Canada en 2011. Donc très très intéressant comme cas, parce que documenté qui plus est. Alors après, on va arriver à une époque déjà plus récente, en 2016. Donc l'année dernière, on a la ville de Hull, dans le Yorkshire. On parle d'un loup-garou. Un loup-garou qui a été vu à 7 reprises par des témoins différents à l'espace de quelques mois. Alors, on a d'abord un témoin qui a vu un homme se transformer en loup, puis se mettre à sauter par-dessus un canal. Le canal en question était quand même assez large, relativement large, et il a fait un bond de 10 mètres pour sauter par-dessus le canal. On a un autre témoin qui a vu cette créature en train de dévorer un berger allemand. Voilà.
Alors, en faisant des recherches, ils se sont aperçus que cette espèce de loup-garou, ça faisait en fait longtemps qu'on en parlait, puisque dès le 19e siècle, on parlait de Old Stinker. Old Stinker, ça veut dire le vieux puant, parce qu'il paraît en plus qu'il dégage une odeur assez nauséabonde. Voilà, donc en 2016, la ville de Hull qui a été dans tous ses états, puisque on a ce loup-garou qui a hanté les lieux. Et le dernier témoignage dont je souhaite parler, alors lui, il date du mois de juillet 2017. Donc c'est quand même récent, hein. Et là, nous sommes aux États-Unis, on est dans l'État du Michigan, pas très loin du comté d'Oakland. Et là, une dame qui conduisait sur une route, elle a vu une créature très particulière sur le bord de la route, de forme humanoïde, très grande, mais avec une tête de chien et un corps d'homme recouvert de poils. Alors, ce qui est étrange dans le témoignage, mais en même temps, on va dire ça la crédite parce qu'elle a ajouté un détail qui est très particulier. Elle disait que la créature se balançait d'avant en arrière. Donc, si elle avait voulu inventer quelque chose, affabuler, je vois pas pourquoi elle aurait avancé un tel détail. Et alors, là, c'est pareil, on a fait des recherches pour savoir si dans cet endroit, une créature de cette sorte s'était déjà manifestée. Effectivement, on a retrouvé un témoignage qui date de 1887 et qui a été livré par deux bûcherons qui avaient déjà vu une créature similaire. Voilà. Donc voici, on va dire, une présentation de plusieurs témoignages, de plusieurs histoires de loups-garous, parmi toutes celles que j'ai relevées, parce que Oui, en bon, fait, sûrement. il y en a on peut dire qu'il y en a dans le monde entier, des histoires de loups-garous et à peu près à toutes les époques. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à une époque, c'est qu'on arrive à retrouver des témoignages, et comme tu le dis, qui sont documentés. C'est-à-dire, à un moment donné, on arrive à recouper ces informations, voire même par des sources très officielles, comme tu as pu en citer quelques-unes d'historiques. Alors, au 19e siècle, je crois me souvenir qu'il y avait pas mal de cabinets de curiosités qui présentaient des kits de chasseurs de loups-garous. Oui, ou de chasseurs de vampires aussi, hein. Et de chasseurs de vampires aussi, mais comme là la thématique c'est loup-garou, donc dans ce kit de chasseurs de loup-garou, il y avait forcément une balle en argent. Oui, alors là c'est pareil, c'est Ça vient d'où très ça, très ouais. récent, c'est très récent. Parce que les balles en argent, on en parle que depuis très peu de temps, hein. Je crois que ça a moins d'un siècle, hein, je crois, d'existence. Parce que avant, on avait d'autres moyens pour se débarrasser des loups-garous. Alors je sais que par exemple, je crois que c'est en Normandie ou en Bretagne, je sais plus, les prêtres même déterraient certains corps de défunts qui étaient suspectés être des loups-garous et ils leur coupaient la tête. Voilà. Bon, mais c'est vrai que la balle en argent, c'est venu bien plus tard, hein, bien plus tard. Et c'est à peu près un siècle, on peut dire, cette méthode pour tuer les loups-garous. Alors, à l'heure actuelle, on considère qu'il y a deux moyens pour tuer un loup-garou, la balle en argent ou le feu. Alors, Pascal, maintenant qu'on a pu recenser tous ces cas visiblement véridiques, en tout cas avérés par des témoins de lycanthropie, est-ce que tu sais si la communauté scientifique s'est penchée sur le sujet et est-ce qu'on a des explications aujourd'hui même qui pourraient être médicales, tu sais, peut-être je sais pas, un problème de pilosité énormissime, j'en sais rien, je te dis des bêtises, mais voilà. Est-ce que la communauté scientifique s'est penchée sur le sujet? Est-ce qu'on peut avoir des explications logiques sur ces cas de lycanthropie? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu tout simplement des simulateurs? Alors, de toute façon, pour la communauté scientifique, un loup-garou, ça n'existe pas.
il est clair que pour eux, ça ne peut pas exister. Les seuls lycanthropes qu'ils acceptent, on va dire, ce sont ceux qui se prennent pour des loups, donc des fous, hein, tout simplement. Alors ça relève de la psychiatrie, voilà. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau des cas de lycanthropie, on en a eu un qui n'est pas si vieux que ça, je crois qu'il date de 1977. Ça s'est passé aux États-Unis. Décidément, les États-Unis, oui, ils ont beaucoup de choses. Et c'est une femme qui est âgée, je crois, de 49 ans, mais si mes souvenirs sont exacts. Ça lui a pris cet âge-là. Elle s'est prise pour une louve, tout simplement. Et la première action qu'elle a faite, on va dire, faisant passer à un cas de lycanthropie. Donc c'était lors d'un dîner de famille. D'un seul coup, elle s'est mise à enlever tous ses vêtements. Elle était dans la tenue d'Ève, comme on dit. Elle s'est mise à quatre pattes et elle a eu un comportement comme une louve en chaleur. Voilà, exactement. Alors ça, c'est une crise qui s'est passée. Elle a consulté des psychiatres. Bon, et après, ils ont essayé de lui faire suivre une thérapie, mais ça n'a pas vraiment marché puisque à la prochaine, enfin, je veux dire, lorsque la pleine lune suivante est arrivée, elle faisait l'amour avec son mari et après avoir fait l'amour avec son mari, elle s'est comportée pareil comme une louve. Elle s'est mise à déchiqueter les draps avec ses dents, ses ongles, comme si c'était un fauve. Enfin voilà, donc elle a eu pas mal de rechutes, on va dire, la pauvre femme. Voilà. Donc ça, c'est des cas de folie louvière, hein, c'est des cas de lycanthropie. La seule lycanthropie, on va dire, acceptée par le corps scientifique, et en l'occurrence le corps médical. Voilà. Alors après, on a eu enfin des créatures, des êtres humains qu'on aurait pu prendre pour des loups-garous parce qu'ils avaient un problème physique et je pense notamment à l'hypertrichose. Alors l'hypertrichose, il y a deux cas d'hypertrichose. Il y a l'hypertrichose, on va dire congénitale, et l'hypertrichose qu'on peut acquérir l'hypertrichose acquise, comme on appelle, c'est souvent suite, par exemple, au développement d'une affection tumorale qui peut effectivement développer le système pileux de l'individu. Mais la plupart de cas d'hypertrichose que je connais, par contre, c'est surtout des hypertrichoses, on va dire congénitales, hein, donc transmises malheureusement hein, d'un individu à un autre. Enfin, c'est-à-dire de parents enfants, voilà. Alors, ce sont des individus, ceux qui sont atteints d'hypertrichose congénitale, quand on les voit, c'est vraiment quelque chose parce qu'ils ont le corps, la tête, il n'y a que la paume des mains et la plante des pieds qui sont épargnés par ce phénomène. Ils sont entièrement recouverts de poils, entièrement, et des poils qui sont longs jusqu'à 10 centimètres. 10 centimètres, c'est énorme quand même, hein, comme longueur de poil. Alors le premier cas historique, on va dire, d'hypertrichose, c'était sous le règne d'Henri II. Alors Henri II, qui était le fils de François Ier, il venait juste de prendre la suite de son père qui était décédé, donc il accédait au trône. Et pour l'occasion, il y avait des festivités naturellement, et il y a un grand d'Espagne qui lui a envoyé un être entièrement velu dans une cage. En fait, ils ont regardé de plus près, ils pensaient que c'était un animal, mais non, pas du tout. C'était un petit enfant qui était âgé, le pauvre, d'une dizaine d'années, qui s'appelait Pedro González, mais il était entièrement recouvert de poils. Donc, ils ont eu pitié de ce pauvre enfant, ils l'ont fait sortir bien sûr de sa cage, et ils se sont mis d'ailleurs même en devoir de lui donner une éducation. Et d'ailleurs, il s'est révélé que l'enfant était d'une grande intelligence, hein, tout à fait. Il a pu suivre des études, et après, il vivait à la cour, notamment à Fontainebleau, je crois. Et Catherine de Médicis, qui était l'épouse d'Henri II, elle a pris vraiment sous sa protection Pedro González. Elle a même fait en sorte de lui trouver une épouse, une femme qui était, elle, par contre, parfaitement conformée, qui n'avait aucun problème d'hypertrichose.
Et de leur union vont naître 7 enfants, dont 4 par contre seront atteints d'hypertrichose, dont une fameuse petite fille dont on a fait des peintures. Elle s'appelait Antonia, elle était née en 1580, voilà. Ah, tu vois, finalement, je disais pas des bêtises avec ces histoires Bien sûr, hein. de long poil, voilà. Voilà. Et on a d'ailleurs après, alors c'est pareil, on a eu le cas aussi de Russes en 1073. C'était Adrian et Fédor, son fils. C'est pareil, ils étaient entièrement recouverts de poils, ils avaient des longs poils qui leur sortaient notamment même de l'intérieur des oreilles, etc. C'était quelque chose à voir. Et le fils, Fédor, il avait été engagé par le cirque Barnum pour servir d'attraction naturellement. On lui demandait de grogner et d'aboyer pour renforcer son côté canin. Voilà, c'était à l'époque, c'était comme ça, hein, voilà. Donc, on a ces cas d'hypertrichose. On a aussi ce qu'on appelle la porphyrie qui peut donner aussi donc un aspect très particulier en accentuant le système pileux et puis également avec les dents les gencives qui sont un peu nécrosées, tout ça. Enfin, ça donne un aspect un peu particulier également. Donc, mais ça, c'est une maladie. Hein, voilà. Donc, ça a pu donner, par contre, effectivement, à penser que ces gens étaient des loups-garous, alors que les pauvres étaient atteints d'autre chose, naturellement. Alors maintenant, je vais en venir à l'explication qui, pour moi, est la seule logique. Et cette explication, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est Eliphas Lévi. Alors Eliphas Lévi, c'est un grand ésotériste qu'on ne présente plus. Eliphas Lévi, qui a vécu au XIXe siècle, et qui était d'ailleurs grand maître de l'ordre hermétique de la Rose-Croix universelle. Et Eliphas Lévi, alors là, je vais carrément lire l'explication qu'il nous donne parce que c'est très très clair. Alors voilà ce qu'il nous écrit Eliphas Lévi dans l'un de ses ouvrages les plus remarquables, hein, Dogme et rituel de la haute magie. Il avait écrit ceci dans cet ouvrage-là. Alors Eliphas Lévi nous dit: nous avons parlé du corps sidéral. Alors le corps sidéral, pour Eliphas Lévi, en fait, c'est le corps astral. Hein. Alors, nous avons parlé du corps sidéral, qui est l'intermédiaire entre l'âme et le corps matériel. Ce corps reste éveillé souvent pendant que l'autre sommeille, et se transporte avec la pensée dans tout l'espace qu'ouvre devant lui l'aimantation universelle. Il allonge ainsi, sans la briser, la chaîne sympathique qui le retient attaché à notre cœur, à notre cerveau. Et c'est ce qui rend si dangereux le réveil en sursaut pour les personnes qui rêvent. En effet, une commotion trop forte peut rompre tout à coup la chaîne et occasionner subitement la mort. La forme de notre corps sidéral est conforme à l'état habituel de nos pensées et modifie à la longue les traits du corps matériel. C'est pour cela que Swedenborg, dans ses intuitions somnambuliques, voyait souvent des esprits en forme de divers animaux. Osons dire maintenant qu'un loup-garou n'est autre chose que le corps sidéral d'un homme, dont le loup représente les instincts sauvages et sanguinaires, et qui, pendant que son fantôme se promène ainsi dans les campagnes, dort péniblement dans son lit et rêve qu'il est un véritable loup. Ce qui rend le loup-garou visible, c'est la surexcitation presque somnambulique causée par la frayeur chez ceux qui le voient, ou la disposition plus particulière aux personnes simples de la campagne de se mettre en communication directe avec la lumière astrale, qui est le milieu commun des visions et des songes. Les coups portés au loup-garou blessent réellement la personne endormie par congestion audique et sympathique de la lumière astrale, par correspondance du corps immatériel avec le corps matériel. Voilà ce que nous dit Eliphas Lévi. Donc en fait, c'est pendant le sommeil de l'homme qui va, on sait que l'esprit est tout puissant, l'esprit est créateur en plus, mais il va adopter dans de très rares cas, naturellement, il faut que l'individu soit prédisposé à ça aussi. Il va projeter un corps astral, mais en fait un corps astral qui va prendre la forme d'un loup. Et c'est là où on va avoir vraiment des cas de loup-garou. Et ce que nous dit Eliphas Lévi, j'ai retrouvé aussi un passage très intéressant dans un ouvrage, un manuscrit daté du IXe siècle, hein, qui s'appelle l'Historia Brittonum, écrit par un certain Ninus. Alors lui, cet écrivain, voilà ce qu'il nous dit.
au IXe siècle, ne l'oublions pas. Il existe certains hommes de race celtique qui ont un pouvoir merveilleux qu'ils tiennent de leurs ancêtres. Par une force diabolique, ils peuvent à volonté prendre la forme d'un loup avec de grandes dents tranchantes et souvent ainsi métamorphosés, et s'attaquent aux pauvres moutons sans défense. Mais quand des gens armés de bâtons et d'armes se précipitent sur eux, ils s'enfuient prestement et parcourent de grands espaces. Quand ils sont d'humeur à se transformer, ils quittent leur corps humain, ordonnant à leurs amis de ne pas le changer de position ou de le toucher, si peu que ce soit, car si cela arrivait, ils ne pourraient jamais reprendre leur apparence humaine. Si pendant qu'ils sont loups, quelqu'un les blesse ou les frappe, la blessure ou la marque du coup se retrouve exactement sur leur corps. Donc voilà un auteur qui nous dit exactement la même chose qu'Eliphas Lévi, mais il nous dit ça 900 ans plus tôt. Voilà. Donc là, en fait, c'est logique. On a aussi un cas qui a été relevé en Lituanie. Il y avait un homme qui était suspecté d'être un loup-garou, donc le juge l'avait fait enfermer dans une cellule. Et il avait envoyé un de ses agents lui soumettre l'idée de se transformer en loup-garou pour punir un de ses voisins qu'il n'aimait pas, et lui disait mais pourquoi tu ne te transformes pas en loup pour par exemple tuer la vache de ton voisin pour le punir. Ah mais ça c'est une excellente idée, mais n'oublions pas que l'individu en question était dans une cellule et le soir venu il s'est endormi. Le juge a envoyé d'autres agents pour le surveiller pendant qu'il dormait. On a vu l'homme dormir paisiblement, sauf à un moment où il s'est mis à être très agité, bouger la tête, les bras, les jambes, etc. Et après, ça a duré quelques minutes. Après, il s'est calmé. Il a dormi à nouveau très tranquillement. Par contre, le lendemain matin, on s'est aperçu effectivement qu'une vache appartenant à un de ses voisins avait été mutilée. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment l'esprit qui est capable de faire ça, parce qu'on peut pas, il faut être logique, on peut pas imaginer un humain se transformer en loup, c'est pas possible. Mais par contre, le corps astral, la projection astrale, oui, là il y aurait quelque chose d'effectivement réalisable, comme je l'expliquais tout à l'heure. Voilà donc pour moi comment on peut devenir effectivement un loup-garou. Bon, eh bien écoute, c'est une hypothèse. En tout cas, on ne rejette pas la possibilité que ça puisse exister réellement. Et puis, alors, par contre, avec cette hypothèse-là, est-ce que ces loups astro finalement seraient, comment dire, détruits avec des balles en argent? De toute façon, d'après ce que semble nous dire Eliphas Lévi, une blessure portée à cette projection, on va dire astrale, va être répercutée après sur le corps physique de la personne qui est en état de sommeil. D'accord. Et c'est vrai, j'ai vu aussi d'autres histoires. Bon, là, j'ai cité un exemple de celui qui était dans sa cellule, etc. Mais on a vu aussi des cas d'hommes qu'on a retrouvés chez eux, présentant des blessures telles qu'elles avaient été infligées quelque temps auparavant à un loup qui était pourchassé. Donc, il y a quand même là des faits à mettre en corrélation. Tu sais que ça fait très X-Files, hein, ces faits-là. On est en plein là-dedans, là, oui. D'ailleurs, il y a un épisode X-Files qui traite du sujet de la lycanthropie. C'est l'épisode qui s'appelle Peur bleue, et ça doit être l'épisode 12 de la 7e saison, voilà, où on parle de loup-garou. Mais juste pour revenir à ta conclusion à toi, donc sur ce côté, on va dire, éthérique des loups-garous, finalement, tu sais, ça se rejoint pas mal avec aussi la conclusion qu'avait eue ta sœur, Magali Cazotte, sur la possible réalité des vampires, qui serait aussi une projection éthérique ou astrale du vampire sur les personnes. Donc il y a peut-être effectivement une piste à creuser là-dessus, pour rendre tangible la réalité de ces créatures fantastiques. Tout à fait, oui. Absolument.
Ok Pascal, eh bien écoute, on te remercie. Si vous avez apprécié ces histoires de loups-garous, moi je vais vous conseiller 2 sites qui sont des cabinets de curiosité. Le premier, eh bien, c'est le cabinet de curiosité de Camille Renversade, voilà, qui est un chimérologue et qui va traiter de tous ces sujets, ça va du loup-garou à la licorne, en passant par toutes les créatures fantastiques. Vous verrez, c'est de toute beauté. Il a des très très bons livres d'ailleurs qui sont des planches de dissection de créatures fantastiques, imaginaires, les planches bien entendu. Quoique, voilà, il suffit de lire pour en être sûr. Et un deuxième site aussi qui est le Surnateum de Laurent Shellman, voilà, où là aussi vous allez retrouver des histoires vraiment croustillantes sur ces chasseurs de loups-garous ou de vampires. Hein. Celui, c'est un collectionneur d'objets réels qui aurait toute une histoire non moins réelle. Je vous laisse découvrir ces 2 sites. Voilà. En tout cas, Pascal, merci pour cette soirée et merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette émission. Je vous rappelle que ces émissions sont produites grâce aux dons des tipeurs, donc si vraiment voilà, vous avez apprécié les histoires, les causeries avec Pascal, n'hésitez pas, ne serait-ce que 2 € par mois, ça nous aide à pouvoir investir dans le matériel, améliorer la qualité et puis voilà, faire profiter à tout le monde de ces merveilleuses histoires que nous content nos intervenants. Voilà. En tout cas, passez une très bonne nuit d'Halloween si vous regardez ça ce soir 31 octobre. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur Miasme TV. Ciao, ciao.